Avant de visionner cette vidéo, nous vous conseillons de voir le film documentaire Des chaises en rond, qui a été diffusé avant la table ronde. Bon visionnage. On souhaitait poser les bases en fait, de ce sujet qui est, comme on le voit, extrêmement large. On a beaucoup de points qu'on peut prendre pour en échanger dessus. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un enjeu lié à la crise de la démocratie et à la crise de la représentativité, et que les démarches de participation citoyenne sont la réponse finalement à cette crise de la démocratie. Mais finalement, beaucoup de paroles citoyennes peut créer aussi des frustrations, et donc quels sont ces écueils et finalement comment les éviter. On a beaucoup de sujets. Donc ici, nous avons un échange d'une quarantaine de minutes avec nos trois intervenants. Je veux passer la parole à ma collègue pour cette première question. Alors, on voulait vous poser une première question. On prendra aussi les questions de la salle, effectivement, donc, pendant une vingtaine de minutes à la fin de ce premier échange. On voulait vous poser une première question pour vous donner aussi l'opportunité de vous présenter à la salle, à savoir de quel point de vue est-ce que vous parlez et quelles ont été les motivations, vos premières motivations pour vous lancer dans des démarches de participation citoyenne ou dans des instances de participation citoyenne. Anne-Cécile, je vous laisse commencer. Merci. Ok, bonsoir, merci pour l'invitation. Donc la question c'est pourquoi... moi, je suis paysagiste conceptrice, oui, je travaille à Metz, je fais de la maîtrise d'œuvre et des études paysagères sur des petits et des grands territoires. Donc pourquoi la concertation, pourquoi les démarches participatives? Moi j'ai un petit passé de... J'ai fait de l'animation socioculturelle, j'ai fait de la sociologie, tout ça, j'ai un petit parcours avant d'arriver au paysage. Et je crois qu'assez vite, je me suis dit que c'était difficile d'agir sur un territoire ou sur un espace public sans être pleinement à l'écoute ou pleinement présent sur un lieu pour en comprendre le fonctionnement. Non seulement évidemment pour les usagers, mais aussi moi ce qui m'intéresse dans ma pratique aujourd'hui, c'est favoriser une meilleure compréhension par l'ensemble des usagers. Donc il y a ceux qui profitent d'un espace, qui peuvent en jouir, les élèves dans une école, mais il y a aussi évidemment les adultes c'est leur lieu de travail aussi, c'est un peu différent encore. Il y a les élus qui financent le projet, qui s'en occupent, qui en sont responsables. Et puis il y a aussi tous les employés, qu'ils soient techniques ou personnels, d'entretien, etc. Tout ce monde est concerné par la transformation d'un lieu. Et donc je ne me sens pas, moi, je pense, légitime à émettre des idées en étant extérieur sans être pleinement en phase et avec une compréhension maximum de quels sont les besoins, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, comment on peut y répondre, quels sont les moyens de gestion, est-ce qu'on a des gens qui aiment jardiner ou pas, ça ne fait pas les mêmes plans de plantation non plus, est-ce qu'on a, qui est prêt à s'occuper de ça et sous quelles conditions. Et c'est une condition pour la durabilité d'un lieu. En fait, on se rend compte aussi qu'en aménagement, on est quand même un peu des champions pour faire des aménagements, refaire 10 ans après, c'est quand même assez fréquent en fait, donc ça représente beaucoup d'argent, d'énergie, de pensée, de réflexion émise sur ces... Donc c'est vrai que nos habitudes changent, mais je pense que ça peut garantir, en tout cas, ces démarches, elles peuvent garantir des meilleures réponses, des plus pertinentes, ou qui peuvent aussi peut-être s'adapter mieux dans le temps à nos modes de vie qui changent aussi. C'était une réponse très longue. Merci. Dominique Haïm, donc même question, et peut-être préciser aussi un peu sur le conseil de développement. Alors, Dominique Haïm, je suis président du conseil de développement de la communauté de communes du canton d'Erstein. Pour être précis, c'est très long à dire, déjà, c'était la première chose. Déjà, je pense que la moitié de la salle ne sait pas ce que c'est qu'un conseil de développement. Oui, je m'en doutais bien. Le conseil de développement, c'est quoi? C'est un organisme qui est pour les Comcom de plus de 50 000 habitants obligatoire. C'est des citoyens qui se retrouvent au sein de la Comcom, qui ne sont pas... Alors, chez nous, on est un peu particulier dans le canton d'Erstein, on a en plus une règle qu'on a définie, qui n'est pas la même que l'Eurométropole, parce que l'Eurométropole a un CODEF qui est relativement important, le CEA a un CODEF relativement important.
Mais chez nous, on a une petite particularité, c'est que pour être membre du CODEV, il ne faut pas être ni élu, ni ancien élu. C'est une chose très importante. Alors pourquoi le rejoindre? J'ai rejoint le CODEV au dernier mandat. Donc nos mandats sont à peu près les mêmes que les élus. Nous sommes bénévoles. En plus, chez nous, on est un peu particulier parce qu'on n'a même pas de chargé de mission pour travailler. Donc on est vraiment totalement bénévoles. Nous sommes sur une Comcom de 48 000 habitants, nous sommes 25 actuellement. Et nous travaillons sur différents ateliers. Alors, personnellement, moi, je suis citoyen, j'avais des responsabilités. Je m'intéressais à la politique, tout simplement. Et je suis ingénieur technico-commercial, je vends des vannes. Donc, je les raconte très mal, donc je préfère les vendre. Et en même temps, j'essaie de ne pas parler, d'être assez juste par rapport à la participation citoyenne. En tout cas, participation citoyenne, pour nous, le CODEV, c'est pas forcément que de la participation citoyenne, c'est plutôt des citoyens qui veulent participer. Parce que pour être dans un CODEV, il faut être volontaire, ne pas être élu et ne pas être ancien élu. Et ensuite, c'est un peu particulier aussi, c'est que nous sommes une sorte de... Je ne vais pas utiliser le terme think tank, parce que tout ce qui est américain actuellement n'est pas très tendance. Donc nous sommes un réservoir d'idées pour la Comcom qu'ils vont prendre ou pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous saisir, ils peuvent faire des saisines où ils vont nous demander notre avis sur des choses très techniques. Alors, les CODEV, ce sont aussi des viviers pour les futurs élus. Parce qu'on commence à apprendre les acronymes, parce qu'on sait maintenant ce que c'est que un PLHI, un PCAET, les CIL. Nous commençons à tomber dans les mêmes travers que les élus, les citoyens, pas les citoyens, que les élus et les techniciens, parce qu'on commence à parler en acronymes. Dans le film, d'ailleurs, il parlait d'AET, d'AED, je ne connais pas tous les acronymes, donc j'essaie de faire un petit peu... J'ai aussi une chance ce soir, c'est que moi, je ne suis pas le sachant. Le propre d'un citoyen, c'est justement de ne pas savoir. Nous, on a besoin de ne pas savoir, on a besoin d'apprendre et d'être dans la concertation, d'apprendre des techniciens, d'apprendre des élus et des techniciens. Et en même temps, on essaie de faire appel à des sachants locaux sur les sujets pour lesquels on travaille. Alors, les sujets qui nous ont intéressés, ou sur lequel on a été saisi, c'était notre avis sur le PLHI. Donc je ne vais pas faire le plan local d'urbanisme, le plan local intercommunal, enfin le PLH d'habitation. Ça fait tellement longtemps que j'ai presque oublié. Le PCAET, donc ça c'était le plan climat, air, énergie du territoire. Nous sommes intervenants sur le CIL. Enfin bon, je vais passer sur tout Nous avons plusieurs ateliers. Un atelier qui correspond à l'environnement. Nous travaillons beaucoup actuellement sur la trame verte et bleue, sur un projet de trame verte et bleue. Nous sommes très impliqués pour l'eau, parce que c'est un sujet qui interpelle beaucoup de citoyens, surtout les pollutions de l'eau. Nous avons un atelier qui réfléchit uniquement sur la partie habitat. Donc ça peut être le PLHI, ça peut être la mise en place par rapport à l'habitat social, par rapport à la préservation du patrimoine ancien, pour lequel nous émettons des motions. Et ces motions peuvent être suivies ou pas. Bon, je ne vais pas vous faire toute la soirée, parce qu'on a dit qu'on très court. Et je vous laisse la part pour le reste. Merci. Et on reviendra sur cette question des expertises, des sachants, non-sachants. Enfin, on pourra en reparler juste après. Robin Boucnoche. Bonjour. Donc, Robin Boucnoche, moi je fais partie de l'Atelier NA, qui est un collectif d'architectes. Nous, notre spécialisation, je puis dire, c'est du coup d'essayer d'intégrer au maximum les futurs usagers aux projets architecturaux, urbains qu'on suit. Donc ça va passer par plusieurs phases, concertation, co-conception, et depuis le début de l'histoire de notre collectif, donc il y a bientôt 10 ans, c'était surtout le chantier participatif, qui était une des antennes principales de notre collectif. Et donc comment j'en suis arrivé à travailler principalement sur ces questions de participation citoyenne, c'est déjà un sentiment et une envie politique de m'investir dans ce genre de sujet.
et surtout un ensemble d'opportunités qui ont fait que de mes études d'architecte jusqu'à l'idée de faire des chantiers participatifs pour continuer à travailler avec mes amis, bêtement, on fait des chantiers participatifs, on se rend compte que quand on construit avec les usagers, eh bien, ils posent des questions. Ces questions, quand on essaye d'y répondre, on se rend compte qu'il faut aller un peu plus loin, qu'il faut remonter un peu en amont avec de la co-conception, avec de la concertation. Et petit à petit, on a étoffé comme ça notre champ d'action sur les questions de participation citoyenne. J'ai encore 1000 trucs à dire, mais on va passer à la suite. Non, complétez si vous souhaitez. Non, Okay. le reste que j'ai à dire fait partie On y reviendra peut-être. des sujets. Ok, donc effectivement, démarche assez empirique finalement. Vous êtes venu de manière un peu expérimentale comme ça à la concertation citoyenne. On a vu que le film insistait beaucoup sur la question du cadre, de l'importance de fixer les objectifs et que ça demandait un temps de préparation assez important, que ce soit dans des processus de concertation appliqués à des projets spécifiques ou alors le cadre donné dans une instance telle que le conseil de développement. Une des questions qu'on avait, c'est comment est-ce qu'on arrive à organiser et à structurer la parole citoyenne finalement. Comment est-ce qu'on arrive à aller chercher cette parole qu'on n'a pas forcément dans des processus classiques. Comment on arrive à faire parler l'ensemble des personnes. C'est une question complexe, mais voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments à apporter, peut-être Anne-Cécile pour commencer. Pourquoi pas. C'est tendu. Comment on arrive à les faire parler? Déjà, il faut... oui, on prépare, bien sûr, il y a beaucoup de préparation avant. Il faut... C'est matériel, en fait, il y a une préparation de la salle. C'est vrai que ce film, je me rappelle qu'on s'est longtemps interrogé sur le titre de ce film. C'est vrai que les chaises, comment elles sont installées, ça dit déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'on est dans une posture là, comme là par exemple, où c'est quand même, on a des... C'est frontal. Ouais, voilà, on n'est pas dans un truc hyper convivial, quoi. Enfin, ça va être compliqué de construire quelque chose comme ça si on se lance maintenant. Il va falloir qu'on bouge les fauteuils. Donc oui, ça déjà, c'est vrai que ça dit quelque chose déjà. C'est vrai que quand on n'a pas de chaise devant nous ou d'obstacle, on se retrouve en fait. Il y a un sentiment d'égalité qui se fait en fait, d'équité en tout cas. On est tous là pour quelque chose et on se mouille quelque part de la même manière. Quand on est tous assis de la même façon. Là, on se sent, nous, plus impliqués que vous, hein, clairement, maintenant. Donc, il y a déjà ça. Après, il y a la convivialité aussi, les temps de convivialité. Je dis les choses faciles pour l'instant. Les temps de convivialité aussi qui sont nécessaires, puisqu'en fait, c'est vrai que je crois que dans une réunion, n'importe laquelle, il se passe beaucoup de choses au moment où on boit un coup ensemble, au moment où on prend le café avant. Il y a des interactions qui consolident déjà un groupe ou qui font quelque chose déjà, qui accueille. On a peut-être la boule, on a une petite boule des fois quand on arrive dans un endroit, on ne sait pas trop. Voilà, ça apaise déjà un peu. On a un contact avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas, ça rassure aussi. Et ensuite, après, évidemment, il y a des questions de méthode, c'est-à-dire que pour moi c'est un engagement d'être quelque part, donc je considère que ça représente un engagement pour la personne qui vient, donc il y a une question de respect du temps qui est important. Si ça dure 2 heures, si c'est annoncé comme ça doit durer 2 heures, donc ça ne peut pas durer 3 heures, sinon on ne sait pas trop dans quoi on va en fait, donc ça c'est une question aussi qui est importante, donc l'organisation. Et après il y a une question de rythme, c'est-à-dire que oui, on ne va pas commencer à aborder évidemment par le problème. On sait qu'il faut bien exposer, en effet ça a été dit dans le film, il n'y a pas de démarche participative intelligente si on ne pose pas les bases au départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue ici? Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Parfois, pour certains, c'est ça, puis pour d'autres, c'est ça, et on ne vient pas pour la même raison. Et donc, il va y avoir des frustrations, forcément. Donc, il doit y avoir une clarification au départ. Ça, c'est le point le plus important. Et si on n'est pas clair, alors ça veut dire qu'il faut retravailler ce pourquoi on est là. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que la question a été bien posée? Est-ce que c'est peut-être pas ça tout à fait la question? C'était peut-être la question de la commande, mais en fait, peut-être la commande, elle était aussi biaisée ou elle n'était pas tout à fait juste. Donc il faut recadrer. Donc ça déjà c'est important. C'est un peu ce que nous on fait aussi en tant que maître d'œuvre quand on reçoit une commande publique. C'est aussi la même chose. Souvent on reformule aussi la question. Donc là c'est un peu la même chose. S'assurer que tout le monde est là pour les mêmes raisons. Et puis après c'est annoncer la couleur aux gens en fait. On dit voilà, dans un premier temps on va
travailler sur cette question, soit en petits groupes ou pas, s'il y a des formats qui vont être différents. Et ça permet de faciliter la parole. C'est vrai que favoriser les petits groupes, bah, ça démultiplie les temps de parole en fait aussi, que d'avoir là, voilà, il n'y a qu'une personne qui parle, donc d'autres écoutent, ce qui est moins, on n'est pas vraiment pas du tout dans une démarche participative. Donc c'est ça aussi, c'est trouver des astuces en fonction du sujet et aussi en fonction des gens, en fonction de leurs habitudes, etc. Donc ça c'est tout un travail préparatoire qu'il faut faire en équipe avec les élus, et j'aurai l'occasion je pense de reparler peut-être après plutôt de l'importance du rôle des élus. Je trouve, ça fait plusieurs fois que je vois le film évidemment, et je me dis que c'est insuffisant. Il y a tout ce sujet du rôle des élus qui est insuffisamment énoncé, je trouve, dans ce film. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Dominique Haim, vous, dans le cadre du coup d'une instance de participation citoyenne un peu différente que le processus de projet, comment se passe notamment cette question de la représentativité? Oui, effectivement, pour nous, c'est un petit peu différent, mais cela dit, chez nous, la difficulté, c'est que, contrairement à une instance participative, c'est que nous, on ne fait que réfléchir. On va proposer des idées qui seront retenues ou pas. Donc c'est le plus dur dans le bénévolat ou dans les gens qui veulent s'engager, c'est passer beaucoup de temps. On passe à peu près 1500 heures par an qu'on donne à la collectivité, les 25 personnes, avec l'ensemble des réunions que nous faisons sur l'année. Mais ces 1500 heures sont des fois pour rien, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc la difficulté, c'est de tenir le marathon et de tenir le plus longtemps possible. Parce qu'un engagement citoyen, c'est un engagement sur une longue durée, même dans un CODEB. Et c'est intéressant quand on est des choses concrètes, parce qu'on sait ce qu'on fait et ce qu'on va apporter pour les citoyens. Et donc on a aussi d'autres instances dans lesquelles on participe, parce que néanmoins le législateur a quand même imposé aux élus, parce que les élus ont des contraintes également, entre autres sur les représentations des citoyens. Que ce soit dans des groupes, moi par exemple je suis vice-président du groupe d'action locale dans le cadre des projets leaders sur l'Alsace centrale, donc c'est des choses concrètes, c'est 3 millions à distribuer sur des projets, donc là c'est quelque chose de concret, effectivement, et je ne suis que citoyen, je suis représentant du CODEB, et dans ce cadre-là, nous sommes 50% dans ce groupe d'action locale, c'est 50% de non-citoyens, 50% d'élus. On est aussi représentants, on a aussi des représentants du CODEB dans différentes instances, que ce soit la commission intercommunale du logement, où on a notre avis, ou pour les ordures ménagères, pour plein de choses qui sont purement très concrètes, mais néanmoins on essaie de faire surtout avancer des projets, comme la trame RT bleue, plein d'autres sujets. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est de faire du concret. C'est ce que les gens recherchent et c'est pour ça qu'ils veulent s'investir. Ok, merci. Robin, alors vous accompagnez plutôt des projets avec de l'expertise d'usage aussi, sur des projets plutôt d'architecture. Comment est-ce que justement vous allez chercher cette parole et comment vous travaillez à fixer le cadre et le contrat avec les personnes qui participent au projet que vous engagez? Alors il y a plein de réponses, elles ont été parties abordées avant et il ne faudrait pas paraphraser. Dans l'ensemble, il y a un premier aspect, c'est d'essayer de comprendre et de savoir à qui on s'adresse, un peu à l'écoute et ouvert au type de personnes qu'on va avoir. La transparence, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, en fonction des projets sur lesquels on intervient, ils peuvent être assez en amont, mais ils peuvent être aussi très avancés dans la phase de construction. Et dans ces cas-là, forcément, l'implication et l'impact de la participation, elle va être plus superficielle sur le projet. On ne va pas changer un programme alors qu'on est sur une phase de réalisation lors d'un chantier participatif. Et dans ces cas-là, c'est important, c'est vraiment très important d'expliquer aux gens ce sur quoi ils vont avoir un impact et ce sur quoi ils n'en auront pas. C'est la pire chose qui soit, c'est d'être pas forcément mal intentionnellement, mais des fois maladroitement non transparent sur ces démarches-là. Et désolé pour l'anglicisme, mais c'est du social washing pur et dur.
où on va faire croire qu'on fait quelque chose de social, qu'on fait quelque chose de participatif, et en fait on ne le fait pas. La plupart du temps, nous, dans nos démarches, notamment dans les phases où on ne connaît pas notre public cible, si on va intervenir dans un quartier assez large, on va avoir 3 à 4 000 personnes qu'on va potentiellement rencontrer dans une démarche. C'est de multiplier les supports et les moyens d'intervention. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le plan, plus ou moins à l'aise avec le questionnaire, plus ou moins à l'aise avec des interventions longues ou très courtes. En fonction des lieux où on se trouve, ça va être très différent. Tout ça, en fait, c'est nous, malheureusement aussi un peu trop appris sur le tas, et il y a probablement plein de gens qui savent l'analyser mieux que nous, mais c'est des choses bêtes. Quand on va intervenir près d'un arrêt de tram, en fait, il faut un questionnaire qui dure max 2 minutes, parce que la régularité des trams, c'est 2-3 minutes. C'est un truc un peu bête, mais en fait, avec l'expérience, petit à petit, en fonction du lieu, en fonction du public, on va mettre en place des outils qui sont différents. Oui, un point sur lequel je voulais insister, alors je ne sais pas à quel point je prends un peu d'avance sur les questions, c'est aussi d'analyser la temporalité, l'échelle et le lieu du projet. On se rend compte que intervenir en milieu rural, intervenir en milieu urbain, en fait, l'approche, elle va être différente. Sur des temporalités courtes ou longues, l'approche, elle va être différente. L'exemple sur le rural et l'urbain est particulièrement parlant, où en fait, c'est un peu triste à dire, mais en milieu urbain, la participation, elle va être beaucoup plus une question alors, les mots sont pas très sympas, mais de masse et de statistiques, où en fait on va recueillir des quantités de données, et on va dire 50% des gens veulent ça, 30% des gens veulent ça, en milieu rural. Alors, je ne veux pas faire de généralité, et il y a des projets où on arrive à faire des interventions individualisées en milieu urbain, et d'autres fois non, mais c'est plus facile en tout cas en milieu rural de faire de l'intervention plus individualisée, où en fait le poids d'une personne qui est prête à porter un jardin partagé par exemple, je sais pas, n'importe quoi, il va avoir beaucoup plus d'impact qu'en ville, où en ville en fait si 5-6 personnes se sont dit potentiellement intéressées d'un jardin partagé, enfin peut-être pas 5-6 mais une trentaine, et on lance le truc, et puis potentiellement les gens ils vont arriver comme ça. En milieu rural, en fait on lance pas quelque chose s'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à le porter. Les ressources en milieu rural sont souvent plus limitées que les idées, et donc il faut aller chercher ces ressources et faire en sorte de construire avec. Donc voilà, en fonction de tous ces critères-là, forcément l'approche elle va être différente, et du coup je rejoins un peu ce qui a été fait dit dans le film, bravo. C'est que du coup il n'y a pas une méthode, et que en fait chaque méthode s'applique à un contexte. Aussi il y a besoin c'est le dernier truc que je dis, après je lâche la parole, d'une grande flexibilité, parce que des fois on va utiliser des outils qui ne fonctionnent pas. Il faut être prêt à se dire cet outil-là il ne fonctionne pas, on va en mettre en place un autre, on va tester quelque chose. En tout cas nous c'est comme ça, c'est l'approche que nous on a sur les méthodes de participation citoyenne qu'on met en place. Je fais justement du coup la transition avec du coup la question de la temporalité, et en fait ça veut dire aussi quelque chose sur la perception du temps vis-à-vis de l'élu, du concepteur, du citoyen, enfin chacun a un temps différent, et finalement ça renvoie à cette question de l'expertise du citoyen et de sa formation et de sa capacité à participer à ces processus, dans sa formation à la prise de parole, à la connaissance des acronymes comme on l'a vu avant avec les citoyens. Donc en fait, ça revient à cette question du finalement comment positionner. Est-ce que le citoyen n'est cantonné qu'à cette position d'expert d'usage, et est-ce que le citoyen peut aussi avoir une autre forme d'expertise dans vos projets, et également d'un point de vue de pouvoir participer à la conception et au choix même politique d'un projet. Peut-être. On peut changer. Hein. Justement, je vais parler avec vous, Dominique. Merci. La question justement. Mais c'est un petit peu difficile, c'est une question bleue, je crois. Je vais reprendre
Voilà. Tu peux reposer la question. Donc est-ce que le citoyen, il a cette position, est-ce qu'il n'est cantonné qu'à son expertise d'usage, et puis finalement, est-ce que le citoyen est aussi expert sur d'autres choses, comme ses connaissances professionnelles? Alors déjà, le citoyen, chaque citoyen est un expert parce qu'il est citoyen, mais il est aussi sachant dans son domaine. Si je reprends que le CODEV, au sein du CODEV, nous sommes 25, mais nous avons un retraité du CERS, un urbaniste. Nous avons un retraité de la SNCF, responsable du service informatique. On a 2 chercheurs. On a une collègue qui s'est occupée de la transition et de la mise en place d'une société de transition écologique en auto-entreprise. Donc les citoyens, c'est un grand mot, mais en fait c'est une multitude de compétences. Donc effectivement, les citoyens peuvent apporter, puisqu'en fait on est aussi un peu dans le principe du 12e jour, c'est qu'une personne à elle seule peut emmener tout un groupe sur un sujet qu'elle aime bien. On l'a vu à plusieurs reprises dans le passé. Mais cela dit, dans notre cas, on essaie justement pour ne pas avoir c'est un défaut, je considère que c'est un défaut, parce que la démocratie participative, c'est important que on trouve, j'ai repris dans le film, il y avait marqué pas seulement concertation, mais consentement, ou pas consensus, mais consentement. Donc on essaye de travailler, quand on décide d'une saisine collective, il faut que ce soit dans le consensus, mais surtout dans le consentement de tout le monde. Même si certains ne sont pas toujours d'accord, parce qu'on n'est pas d'accord à 100%. Mais le but, c'est de faire une micro-démocratie au sein de ce CODEV pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question en même temps. On peut poursuivre. Ouais. Pour compléter, parce que ça me fait réagir, en fait c'est intéressant parce que vous, dans votre cas, vous êtes dans un groupe qui se réunit régulièrement, très régulièrement, très régulièrement, et du coup il y a des habitudes de travail qui se mettent en place. Dans les missions que nous on peut faire, on va avoir parfois des habitudes de travail, il y a des élus ou des groupes, moi je fais des fois des démarches juste avec des élus, et les élus on les voit pendant 1 an, 2 ans sur un plan paysage, on les voit pendant longtemps aussi, et donc on essaye d'instituer des habitudes de travail. Donc ça fait pas la même chose que quand on a une démarche participative qui est un petit peu courte, où le résultat, enfin courte, ça peut être long, mais où le résultat c'est la transformation d'un parc, d'un stade, etc., d'un endroit. Donc il y a un début, il y a une fin, même si après le groupe peut se poursuivre, bien sûr, si la commune impulse le mouvement. Donc c'est aussi pas la même chose. Je dirais que la temporalité, voilà, elle est aussi différente en fonction évidemment de la question qui est posée, du format. Là, on voit bien que ça fait pas les mêmes méthodes, ça fait pas les mêmes habitudes, les gens se connaissent ou pas, donc il peut y avoir en effet les 12 hommes en colère, il peut y avoir aussi des influences de ce genre, donc ça c'est aussi intéressant. Et on voit bien même avec une commune, on a des habitudes, nous, et une commune actuellement, on arrive, ça fait 5-6 fois où on travaille avec eux, c'est pour faire un parc, je n'aurai pas la commune. Et on n'arrive pas à éviter le moment où il y a quelqu'un qui dit, un élu qui dit, mais moi je veux faire un parc pour les habitants de ma commune. C'est un parc complètement ouvert. Et on n'arrive pas à contourner ce truc. À chaque fois, il passe un quart d'heure à nous dire, mais moi je veux faire un parc pour les habitants de ma commune. Je les vois, c'est pas tous des gens de ma commune. C'est une commune, c'est une très grande commune. Donc il ne peut pas savoir, on s'en pille, c'est pas la question. Et vous voyez, quelqu'un comme ça dans un groupe, ça, déjà ça fait perdre du temps à tout le monde, hein, parce qu'un quart d'heure x 10, je vous laisse compter, ça fait beaucoup de minutes perdues, et ça n'avance pas, et ça n'aboutit à rien. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à trouver des postures aussi pour faire des pas de côté, et puis aussi détourner le sujet, aller ailleurs, etc. Et sur la temporalité, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que ça revient à la question de sachant et facilitateur. Peut-on être facilitateur en étant expert dans un domaine, tout ça évidemment que moi, quand je conçois, quand je suis conceptrice, je vais chercher les infos qui me manquent quand même. J'ai besoin d'être à l'écoute, d'observer pour
compléter parfois une intuition, mais aussi parfois pour me dire ok, bon là l'intuition que tu as eue, Jaco, elle est nulle, faut la mettre de côté, ça marche pas du tout, il faut rebondir autrement, parce que là on voit bien qu'on te montre que ça ne fonctionne pas. Donc il faut se remettre en cause, mais du coup être à l'écoute et regarder, mais en même temps on va chercher aussi des choses qui nous confortent aussi parfois, ou qui viennent justifier. Tout ça pour dire que on donne pas aussi, on pose pas toutes les questions quand on fait un atelier avec des habitants sur un quartier. Il y a tellement de contraintes à prendre en compte pour dessiner et choisir l'endroit d'un arbre. On peut pas on peut pas tout dire non plus. Sinon, faut être expert en réseau, faut être expert en revêtement, faut être expert en structure de sol, faut être expert en botanique, faut être expert en sol. Et même nous, on va chercher d'autres compétences pour faire tout ça. Donc, il faut aussi que, pour moi, il y a une question de à quoi elle sert la participation. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez cette parole, quelle parole, pardon, on vient chercher chez ce groupe de personnes. Et pour moi, il y a aussi une autre chose qui se joue, c'est que ce groupe de personnes, il est présent, mais il y a aussi tous ceux qui ne sont pas venus, aussi tous les absents, tous ceux qui ne se sont pas autorisés à venir. Tous ceux qui ne se sont pas dit, ça me concerne. Et donc, comment faire pour que ces gens-là qui sont présents puissent aussi représenter, au même titre que les élus, et c'est pour ça aussi, pour moi, il y a un défaut de représentation des élus aujourd'hui. Je crois que là, il y a aussi quelque chose qui joue, c'est comment faire que cette parole des habitants, elle représente ce que eux peuvent vivre, mais petit à petit, qu'ils nous rapportent aussi ce que leurs voisins, les enfants, les ados, qui ne sont pas là, les personnes âgées, etc. Comment on peut aussi solliciter cette parole pour multiplier les points de vue et elle est encore plus large, en fait. Et ça me semble être... ça veut dire qu'on ne peut pas... des fois, il faut aussi, je pense, diminuer les objectifs. On ne peut pas arriver à la fin d'un atelier avec un dessin tout ficelé. Ce n'est pas du tout l'objectif. Nous, on a notre ressenti de concepteur, on sent aussi les espaces, il y a quelque chose qui est intuitif. Et puis, il y a aussi toutes les connaissances qu'il faut après. Il faut quand même accumuler la topographie, le sol, l'infiltration de l'eau, toutes ces connaissances techniques qui font que le projet il a du sens et qui répond à la commande de départ. Donc, on ne peut pas solliciter sur tout le panel des questions. Et du coup, vous, Robin, la question était du coup de se demander comment accompagner justement les élus dans cette question justement de comment vous vous positionnez, quelle posture vous prenez vous dans votre pratique, vos expériences sur du coup la posture que vous prenez en tant que facilitateur ou en tant que concepteur lors de vos démarches vis-à-vis des élus et des citoyens. Très, très grosse question. Comment dire, nous, il y a c'est quelque chose auquel je pense dernièrement, mais c'est que il y a ce côté, il faut faire confiance aux gens. C'était ce qui était dit avant. Et dans l'ensemble, nous, on se met souvent dans une posture de les gens sont intelligents individuellement, chaque personne. En fait, si on leur donne le bon nombre d'informations justes qui soient sourcées, détaillées, etc., chacun est suffisamment intelligent. Si on lui laisse aussi le temps de pouvoir les digérer, ce qui est souvent un peu difficile dans le monde dans lequel on vit, mais au final, les décisions hâtives et qu'on pourrait considérer, en tout cas moi, que je considère comme mauvaises ou bêtes, c'est souvent des décisions qui sont prises vite ou avec des mauvaises informations. Donc, je crois en l'intelligence des gens. Par contre, malheureusement, je ne crois pas forcément dans l'intelligence collective autogérée, parce qu'on n'a jamais appris à travailler en groupe. À l'école, en fait, le bac, on le passe tout seul, le brevet, on le passe tout seul, à l'école, on fait tout seul. Nous, j'ai commencé à faire des projets en groupe en école d'architecture, et c'est vaguement le seul endroit où j'ai appris à travailler en groupe, et du coup, les formations qu'on a suivies après de travail en intelligence collective, etc., ça m'a ouvert les yeux sur plein de pratiques et plein de manières de travailler collectivement qu'on ne sait pas faire, ou que très peu de personnes savent réellement faire. Et ça implique des histoires comme la vôtre, avec des élus qui prennent beaucoup trop de place parce qu'ils veulent être sûrs qu'on fait un truc pour les habitants sans laisser la place aux habitants de répondre. Ça emmène des gens qui prennent trop de place, des gens qui en prennent pas assez, et du coup c'est là où je pense que la posture du facilitateur elle
elle est importante. C'est difficile, enfin, c'est aussi très difficile de savoir exactement cette posture où on la met, à quel point on se place dans le cercle des personnes qui donnent leur avis, parce que des fois on nous demande de donner notre avis, des fois on sent qu'il vaut mieux ne pas le donner. On a fait un projet où, alors c'est pas nous, mais on avait fait 2 ateliers, et je trouvais que l'élu avait très bien réagi, où ils avaient dit « Je ne veux pas être présent au premier atelier, par contre je veux être présent au deuxième, comme ça j'ai pas l'impression d'influer sur les premières idées qui fusent, mais par contre je sais qu'au deuxième on va me poser des questions parce que les idées seront déjà un peu mises en place. » Et ça marchait dans ce cadre-là, ça ne marche pas dans d'autres. Je dis pas que c'est la bonne formule de dire l'élu il est pas là au début, il est là à la fin, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est plutôt il faut s'adapter, mais être conscient de sa propre posture et de son propre impact. Quand on va dire quelque chose, nous, en tant que facilitateur, en tant qu'architecte, le poids de nos mots ne va pas être le même qu'un citoyen qui ne se sent pas légitime à dire quelque chose, alors que potentiellement, il l'est très bien. J'ai 2 autres réponses par rapport aux questions précédentes. Enfin, c'est pas des réponses, mais c'est une réponse, une question. Par rapport à la temporalité, c'est vrai que nous, c'est un sujet qui nous questionne beaucoup, parce qu'on a vraiment cette sensation que soit on arrive trop tôt, soit on arrive trop tard, on n'arrive jamais au bon moment. Soit on arrive trop tôt parce que en fait, c'est le moment de prendre des décisions d'un point de vue politique et d'un point de vue du projet. Mais pour les citoyens, c'est beaucoup trop loin. Ça va être on concerte pour le renouvellement urbain de tel quartier, et en fait, ce sera dans 15 ans. Et du coup, il n'y aura pas le retour qu'on attend d'une démarche comme ça, un peu donnant-donnant, et qui, je pense, est intéressante de faire du donnant-donnant. Soit on arrive à la fin où en fait les décisions les plus structurantes elles sont prises, et on arrive sur des réponses plus superficielles. Et il y a des projets où ça fonctionne, il y a des projets où ça fonctionne pas, ça dépend toujours du cadre, du contexte, de plein de choses. Et je suis hyper intéressé de voir des références où ça fonctionne, parce que des fois c'est un peu qui tout double. Je n'ai pas vraiment de solution. Des fois on sent que ça va marcher, des fois on sent que ça va pas marcher. C'est assez dur à dire. Et l'autre truc, c'est, du coup c'est un peu ma question, mais j'ai un peu de mal avec cette notion d'expertise d'usage, parce que pour moi comment dire, l'intérêt d'avoir une expertise, j'ai un peu l'impression qu'on voit le projet comme, désolé pour la référence, mais comme une machine, comme un objet fini à la fin, où on a besoin d'expertise, d'ingénierie qui vont emmener le projet d'un point A à un point B étant un objet fini. Et en fait, je ne sais pas quel mot et quelle posture il faut donner aux citoyens qui ont en fait un intérêt beaucoup plus grand que la simple expertise de leur usage. Ils ont, comment dire, ils ont le vécu, en fait, le fait de vivre le lieu est 1000 fois plus intéressant aussi que leur simple expertise d'usage qu'ils vont donner à un instant T. Et du coup, nous, on essaye, comme on peut, de travailler aussi sur l'expérimental, sur le temporaire, sur le transitoire, pour essayer de voir comment on peut créer quelque chose qui soit suffisamment adaptable aux usages, plus que adapté à l'usage qu'on nous a donné. J'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête souvent quand on vient faire de la participation citoyenne, de à quel point on cherche l'expertise d'usage ou à quel point on cherche juste l'usage des personnes qui sont sur place. Oui, finalement, alors on va commencer à conclure doucement aussi pour pouvoir prendre les questions de la salle. C'est très frustrant parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent encore. Mais ce qu'on voit en fait au travers de vos témoignages, c'est que finalement la question effectivement de l'expertise n'est peut-être pas complètement centrale, mais plus celle de la pratique du politique, du bien politique au sens noble, je dirais, c'est-à-dire de savoir se positionner en tant que citoyen, porteur aussi peut-être d'une parole représentative du reste. Je pense que vous en faites l'expérience au sein du Conseil de développement. Et que l'importance dans les démarches de participation citoyenne, finalement, c'est d'être
clair dans le contrat de départ, de fixer les objectifs de manière très claire pour ne pas donner de faux espoirs finalement sur ces démarches-là. De ne pas hésiter non plus à reformuler la question, pour reprendre vos termes, Anne-Cécile Jacot, et de bien tenir compte finalement du contexte, de la temporalité, et d'avoir une certaine souplesse finalement, à partir du principe que les processus de concertation ne sont pas parfaitement réplicables partout, n'importe quand. Voilà, on va prendre quelques questions de la salle, s'il y a des personnes qui veulent se lancer. Ou alors tout est clair et vous savez faire de la participation citoyenne sans problème. Je vais bien lancer. Il faut appuyer sur le truc orange. En haut. Orange. Je suis dessus. Voilà. Bonsoir. Merci pour votre participation. Je ne vais pas me présenter, je me présenterai plus tard. Moi, j'avais une question. Il y a énormément d'implications, d'écoute. On a vu empathie. Et à quel moment vous lâchez le projet, parce qu'on sent énormément d'accompagnement, mais il y a aussi une partie de la réussite de cet accompagnement qui va être portée par le temps. Qui est-ce qui après prend le relais? Et est-ce que vous avez le temps de faire des petits relais comme ça dans le cadre de ces concertations pour que le projet vive, qu'il y ait du vécu et qu'il y ait aussi des retours d'expérience sur tout ce que vous mettez en termes de temps, d'implication et puis d'adaptation? Je réponds. Oui, c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant. C'est vrai que la question se pose de manière générale quand on est paysagiste de toute façon, puisque quand on livre un espace, un jardin, un parc, une rue, c'est que le début de l'affaire. Donc les plantes, elles vont pousser, donc on a besoin d'y passer. Et là, on est contraint par cette mission de maîtrise d'œuvre aussi qui s'arrête en fait. Donc on a aussi, nous, dans nos contrats, un problème fondamental qu'on aimerait bien, nous, on milite aussi pour que ça change, qu'on ait des contrats qui changent en fait aussi, pour qu'on ait comme une sorte de suivi. À partir du moment où on livre un jardin, on devrait, nous, avoir une mission de suivi régulier, en fait, d'un engagement sur le très long terme sur ces espaces. Donc, quand on fait des démarches participatives, moi, je me rends compte que souvent, les élus, ils reviennent vers nous très vite, soit pour faire autre chose ailleurs dans la commune, soit parce qu'ils ont des questions et du coup, on arrive à trouver des moyens quand même de revenir et de conseiller. Soit, pour moi aussi, la démarche participative, elle repose sur beaucoup de présence quand même. Moi, je ne fais pas de la démarche participative à Bordeaux. Je ne sais pas faire ça. Je pense qu'il y a besoin d'être facilement présent, de passer. Il y a besoin qu'on nous identifie. Il y a besoin que, voilà, moi, je sais que je me rappelle une femme qui faisait l'entretien des écoles qui était venue me voir pour me dire voilà, il y a un truc qui ne va pas, les fenêtres je ne peux pas les laver, vous avez mis des plantes en dessous, etc. Il faut que vous m'aménagez. Et hop, on avait aménagé quelque chose rapidement parce qu'on ne l'avait pas vu, ça, on l'avait raté ce coup-là. Pour que ça puisse se passer, en fait, il faut que cette personne, elle puisse s'autoriser à me parler, qu'elle puisse me voir facilement et qu'elle me trouve facilement. Et donc, il y a je crois que cette nécessité, moi j'aime bien jardiner et travailler sur le territoire que j'habite, aussi pour ça en fait, pour assurer une sorte de service après-vente régulièrement. Et parce que j'aime ça en fait, j'aime aussi voir les lieux qui ont évolué, voir les instituts qui changent leurs pratiques parce que la cour elle est différente, voir l'évolution d'un lieu, comment il peut évoluer. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, mais qui devrait se jouer aussi en traduction en termes de marché public pour les architectes ou les paysagistes ou les urbanistes, pour qu'on puisse avoir des missions sur des temps beaucoup plus longs en fait, parce qu'on va au-delà d'un mandat, au-delà d'une livraison, d'une réception et d'une inauguration. Ça se joue pas là, en effet, ce qu'on met dans les lieux, en fait, ce qu'on implique dans les lieux. Et je crois que pour rebondir aussi sur ce que tu disais, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la démarche participative, c'est pas que le résultat et l'action. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de démarches qui se passent, mais qui, peut-être le résultat, il n'est pas convaincant, ou peut-être des fois ça a raté, c'est pas très grave. Mais par contre, dans les têtes des gens, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je suis persuadée qu'il y a toujours des petites choses qui se passent.
Et du coup, c'est aussi ça qu'on laisse quelque part aussi, et qu'on fait faire des petits pas de côté, et ça rebondira d'une autre manière. Et il y a une expérience qui a été vécue, une rencontre, une discussion, et peut-être que c'est ça aussi, c'est pas le culte de l'action, c'est le culte d'être ensemble à un moment. Peut-être que ça suffit en fait. Est-ce que c'est pas aussi frustrant? En fait, ils travaillent pendant un certain moment ensemble, et derrière, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une animation derrière? Ça existe? Les gens sont autonomes, ils peuvent se retrouver aussi sans nous. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les groupes peuvent se... Et ça arrive sur vos projets? Je sais pas, je pense que après il y a des gens qui sont liés par un lieu de toute façon, donc qu'ils se retrouvent, je peux l'imaginer ou l'espérer. En tout cas, ils ont vécu une expérience collective, donc après ça leur appartient après. J'ai peut-être un truc à ajouter. Non, justement, j'avais qui répond un peu aux deux remarques, à la fois sur l'apport indirect de la démarche participative et aussi l'implication a posteriori des habitants. Nous, on se rend compte aussi que ces démarches qui parfois fonctionnent, parfois ne fonctionnent pas, elles ont aussi un intérêt politique de familiariser les gens au débat politique, pareil, le politique au sens noble du terme, quelque chose qu'on perd, et cette valeur, elle est assez perdue. Alors, il y a eu un projet qu'on a mené en partenariat. Moi, j'étais pas dessus, mais mes collègues, oui, où on a accompagné un lieu à se monter, et en fait, les personnes qui se sont impliquées dans ce lieu qui a été créé ont monté une liste électorale et ont été élus dans leur village. Et du coup, en fait, ils ont créé une sorte de gouvernance ensemble lors du projet qu'ils ont pu répliquer après dans la mairie du village en question. Voilà. Je rebondis parce que j'ai pas de projet particulier à répondre, mais néanmoins, je pense que pour le moment, il y a un point dont on n'a pas encore soulevé, c'est les élus. Parce qu'on parle de participation citoyenne, il n'y a pas de participation citoyenne, il n'y a pas une volonté de la part des élus d'écouter cette participation citoyenne. Et là, c'est là où il y a le hiatus. C'est que les élus, des fois, utilisent, c'était repris dans le film, c'est des fois juste un alibi. Je pense que c'est souvent un alibi, surtout dans la ruralité. En dehors de quelques villes qui ont une vraie démarche participative, que ce soit Muttersol, que ce soit Ungersheim. Mais je pense que dans la ruralité aujourd'hui, c'est plus un alibi qu'autre chose. Tous les élus, on a des élus qui sont plus à l'écoute, mais après on a aussi des élus qui sont juste là pour mettre la participation citoyenne, parce que c'est demandé, et puis après c'est eux qui décident à la fin, de toute façon. Ça marche? Oui, c'est bon. Bonjour, merci beaucoup. Moi, c'est un processus qui m'intéresse, un dispositif qui m'intéresse, mais donc, pour l'instant, je découvre, je ne connais pas grand-chose, donc j'ai appris déjà beaucoup de choses, et je pense qu'il y a pas mal de couloirs là, d'entrée pour accueillir un peu tout ça. Mais j'avais quand même une question, si on revient sur la fabrication du projet dès son départ, donc justement au moment des élus, typiquement, là, les projets dont vous nous parlez, alors peut-être pas systématiquement, mais il me semble que c'est surtout des projets de commande publique. Est-ce que, du coup, au moment de la rédaction de l'appel d'offres public, cette question de la participation citoyenne, elle est déjà présente, ou c'est quelque chose que vous proposez une fois que vous avez répondu et que, du coup, vous proposez cette solution parce qu'il vous semble pertinent de passer par là dans la fabrication du projet, dans le processus, etc. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, découle donc de la première. Si ça se passe dans la commande publique, comment est-ce que ça peut se mettre en place dans la commande privée? Quand un groupe ou un porteur de projet a des ambitions comme ça, de vouloir monter un projet avec des investisseurs et une participation citoyenne, est-ce que c'est quelque chose qui
c'est déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être accompagné? Est-ce que c'est des exemples que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà croisé ça dans vos parcours respectifs? Oui, je vais rebondir, mais là je ne vais pas parler de mon nom. Je suis dans une instance où il ne faut pas être élu ni ancien élu. Par contre, mon épouse est élue dans une ville assez grande, puisque c'est Erstein. Et elle avait en charge justement la remise en état. À une époque, elle était en charge pour refaire le centre-ville, l'ensemble du centre-ville. Donc je parlais par rapport à votre appel d'offres. L'ensemble de cette démarche avait été faite en concertation avec les citoyens avant la rédaction de l'appel d'offres. Et les appels d'offres ont été réagis avec les citoyens. Et tout le processus était relativement long, parce qu'on parlait de temporalité auparavant. Il y a aussi une grosse différence, c'est que le temps des élus n'est pas du tout le temps des citoyens. On parlait d'un temps qui était inverse. Et souvent, dans ces projets, les citoyens se sont très pressés, alors que les élus ont des contraintes que les citoyens ignorent souvent. Donc, par rapport à ce projet particulier, toutes les étapes ont été faites systématiquement, que ce soit avec les citoyens, et bien sûr, c'est les élus qui décident à la fin. Mais néanmoins, c'était fait dans la concertation et dans la co-construction. Si je peux faire une autre réponse. Il faut savoir que la concertation, comme ils le disent assez bien dans le film, il y en a beaucoup utilisé de plein de manières différentes. Ce mot, il est un peu... il y a boire et à manger derrière le mot de concertation. Et du coup, nous, très généralement, la participation citoyenne est demandée dans l'appel d'offres. Par contre, ça ne veut pas dire que ce qui est demandé va fonctionner, est opérationnel et fonctionnel même. Du coup, il faut réussir à recadrer le cadre qui est imposé et savoir le critiquer, parce que souvent c'est assez mal rédigé, et il y a des réseaux, il y a des organisations qui essayent de former un peu autant élus que sociétés privées, bailleurs, etc., à ces questions-là, mais c'est quand même assez poussif. Pour la question du privé, il y en a. Il faut présenter les intérêts un peu autrement, forcément. Ce n'est pas forcément des intérêts électoraux ou de bonne qualité de vie, de service public. Ça va être plus des intérêts économiques, mais il y en a. La participation citoyenne, du coup, c'est peut-être cela qu'il faut plus mettre en avant. Ça arrive, à ma connaissance, un peu moins présent. Et après, il y a la question du particulier, où là, c'est encore différent. Et à quel point on peut appeler ça de la participation citoyenne ou juste de l'aide à la gouvernance des petits groupes de particuliers, etc., qui sont encore différents. Et je complète juste sur le fait qu'il y a très peu de commandes publiques qui affichent des démarches participatives. Très très peu. Trop peu. Mais pourquoi? Parce que les maîtrises d'ouvrage ne sont pas formées à ça. Donc il y a des départements qui bougent beaucoup. Par exemple, le CAU 54, c'est vrai, anime le territoire et cherche systématiquement des collectivités qui sont prêtes à faire ça et qui les aident à sortir un marché qui contient des démarches participatives, mais c'est très très rare en fait. Nous, moi j'arrive à décrocher des contrats parce que les communes, elles viennent me voir pour un problème, et à force de discuter, on arrive à dire, là, peut-être c'est une démarche participative qu'il vous faut, monsieur. Et que peut-être que c'est là-dedans qu'il va falloir, on peut en parler, on va réfléchir, qu'est-ce qui peut être faisable ou pas. Et puis après, on n'en a pas parlé du tout, mais en fait, ça coûte quand même 1,5 bras, tout ça. Donc tout ça coûte quand même assez cher, en fait. Ça veut dire que c'est du temps de présence, c'est du temps de préparation. En effet, ça coûte pas grand-chose des post-it, mais il faut quand même préparer. Et c'est compliqué, en fait, de les monter. Donc je dirais qu'il y a aussi un gap entre... c'est aussi... faut pas... Enfin voilà, on n'est pas des bisounours, quoi. Faut pas se leurrer. Mettre en place ça veut dire qu'il y a aussi un contexte qui est favorable.
L'agence de l'eau, hein, pour toutes les écoles, tout ça, je veux dire, ça fait partie des subventions. Hein. Il y a des élus qui font de la participation parce que ça ramène des sous. Donc après, à nous d'être intelligents pour faire en sorte que cette participation soit de la vraie participation et que ça serve vraiment le projet et que ça fasse évoluer les choses, les gens, les lieux. Mais quand même, ça tient parce qu'aujourd'hui, l'agence de l'eau, Reims, elle est très très présente sur ce sujet. Elle conditionne les subventions à des démarches participatives existantes. Donc elle finance des travaux, elle aide au financement des travaux s'il y a eu de la participation. Donc on est voilà, dans un exemple qui est quand même assez... Enfin, le jour où le robinet, en ce moment, il est en train de se refermer un petit peu, on peut craindre sur quel est le devenir, parce qu'en fait, je pense que les élus ne sont pas du tout formés à ça. Et puis, c'est quand même plus pratique pour bon nombre d'élus de ne pas trop aller chercher des problèmes. Et donc, voilà, on revient sur le problème de la participation, de la représentation. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de démarche participative sans des élus qui sont prêts à changer de direction. Si on s'engage dans une telle démarche, en effet, comme ça a été dit, on ne sait pas dans quoi on va. Donc c'est compliqué politiquement à porter ça, en fait. Je pense que c'est très compliqué. Et puis on ne sait pas vers quoi on va. Et en plus, on écoute un groupe de personnes, je le redis, mais souvent les gens qui viennent dans des ateliers sont des anciens élus, sont des directeurs, des présidents d'asso, sont des gens qui ont une habitude à parler. Comment on fait maintenant pour faire des projets qui représentent tous les absents aussi, tous ceux qui ne sont pas là, qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas eu l'info tout simplement, ou parce que c'est pas leurs habitudes et qu'ils n'iront jamais, ou ils sont allés à une réunion publique il y a 6 mois puis on les a pas entendus de ce qu'ils ont dit, puis du coup ils n'ont plus envie d'y aller. Donc basta la musica. Pardon, je ne devrais pas dire ça. Donc voilà, c'est aussi ça qui est en jeu, en fait, je crois. Donc il y a une question de coût, de réalité de marché, et je crois qu'il y a une question de comment faire évoluer la commande publique pour qu'elle intègre en fait cette démarche participative comme quelque chose d'inhérent à la question qu'on pose et aux comme conditions nécessaires pour transformer un espace. Merci. Je prends la dernière question. Non, mais la deuxième question était sur le privé. Vous avez testé un peu ou pas du tout? Non, puis alors moi les jardins particuliers, je sais pas, déjà j'ai l'impression que c'est de la participation et je suis pas bonne dans ce domaine, mais je pense qu'il y a plein de facilitateurs, il y a plein de facilitateurs qui agissent dans des entreprises. Donc ça, il y en a bon nombre même dans le secteur, hein, il y en a pas mal qui agissent pour des collectifs qui vont suivre des associations ou des entreprises ou des ONG pour régler un problème interne ou faire avancer la chose. Ça, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, vraiment, ça existe. On a le temps pour une dernière question, mais on peut fusionner les deux, du coup. Vous arrivez à fusionner votre question? Si on y arrive. Pour pas frustrer. Bonjour. Merci. Je vais faire une question rapide. Moi, je suis côté maîtrise d'ouvrage et j'ai un peu la difficulté à cadrer un peu mon marché pour pouvoir capter des AMU qui pourraient répondre à ma mission, qui serait une mission un peu mouton à 5 pattes. Je trouve que c'est un peu une difficulté quand on est maître d'ouvrage de comprendre réellement le métier d'AMU et des enjeux de la participation citoyenne. Quels seraient vos tips? Et peut-être on prend la deuxième question et comme ça vous pourrez répondre d'un bloc. Pour le coup, elle n'a vraiment rien à voir. On vous écoute quand même, enfin si ça vous va comme ça, on peut conclure ensuite. En fait, on a beaucoup parlé de la récolte, déjà merci pour vos interventions, c'est super intéressant. On a beaucoup parlé de la récolte d'informations, mais on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, de l'étape d'après qui est de réussir à réunir toutes ces idées, cette effusion en fait d'idées, d'informations, et de réussir à faire le tri. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, entre guillemets. Donc ma question c'est qui prend la décision, comment on regroupe toutes les idées pour proposer un projet issu de divers compromis et prendre des décisions les plus consensuelles possibles. Comment on gère la frustration des gens qui ont été consultés et qui n'ont pas forcément trouvé dans le projet ce qu'ils voulaient, ce qu'ils demandaient.
Et donc par là, on arrive à la question, bon, c'est encore une question très très longue, je suis désolée, du rôle, la remise en question en fait du rôle du facilitateur, de l'architecte ou de la maîtrise d'œuvre en paysage ou en architecture. Où s'arrête le rôle du citoyen et où commence celui de l'expert. Alors, question rouge. Peut-être sur la première question, voilà, en tant que maître d'ouvrage, comment on arrive à trouver finalement et à faire de la participation citoyenne quand on veut se lancer, mais qu'on recherche un peu le mouton. C'est très peu de youtubeurs, je pense, qui font des tutos comme ça sur la question. Et c'est peut-être il y a peut-être un truc à faire, là. Il y a peut-être un filon. J'ai pas trop de. Je pense qu'il y a des. Je réponds assez rarement à des contrats d'AMU, moi. Alors, je sais pas, j'ai des contrats plutôt en direct. Toi, t'as peut-être plus de. AMU, c'est quoi? Assistance Alors, à maîtrise d'usage. AMU, assistance à maîtrise d'usage. Alors, j'ai pas de tips là comme ça à donner et qui peuvent permettre de décrire un bon marché tout de suite. Mais il y a des structures, enfin il y a des gens qui essayent d'accompagner les marchés publics. Nous on fait partie d'un réseau d'AMU local, donc AMU Rhin Supérieur, qui a notamment pour ambition d'essayer d'accompagner les maîtrises d'ouvrage à mieux rédiger ce genre de marché. Donc je pense qu'il vaut mieux se rapprocher de ces structures que d'écouter des tips que je peux donner comme ça. Je sais pas combien on a, mais on a 3 minutes pour répondre. Je pense que c'est intéressant de se rapprocher de ces structures-là parce que ça va dépendre réellement du contexte du marché. Là, il n'y a pas de. Du coup, je réponds un peu à côté, mais en donnant une piste, du coup, de se rapprocher de ce réseau, donc réseau AMU Rhin Supérieur, qui, en tout cas pour la question de l'AMU, peut rediriger, et si c'est vraiment un mouton à 5 pattes, peut aussi aider à dire, en fait, faites de marché. Il y en a un qui concerne réellement de l'AMU, d'autres, et un autre marché qui ne va pas rentrer dedans, mais en fait, des marchés qui sont un peu à côté de la plaque, on envoie un paquet, et c'est normal, parce que c'est un processus qui est quand même assez récent, alors c'est un peu dur à dire, mais qui est quand même assez récent, notamment, enfin, surtout l'AMU. Communiquer. Oui, non mais premièrement déjà, je l'avais prévenu au départ, je suis le Candide, donc j'aime bien les acronymes. Donc AMU, ma voisine m'a soufflé que c'était assistance à maîtrise d'usage, parce que je ne suis pas un sachant. Mais par contre, si j'ai bien compris, l'assistance à maîtrise d'usage, c'est aussi d'essayer de trouver des citoyens ou ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe des codevs dans quasiment beaucoup de territoires. Vous avez des codevs, que ce soit dans la ruralité, dans les centres-villes, et vous pouvez très bien, au sein de ces codevs, les solliciter peut-être pour donner un avis par rapport à des projets, puisque on parlait avant de l'agence de l'eau. Je sais que sur des différents sujets sur lesquels la Comcom est sollicitée, dans les rapports de la préfecture ou des différentes instances qui subventionnent, il y a souvent des remarques en demandant les avis des citoyens ou des codevs. Donc les codevs peuvent être des instances qui peuvent être participatives par éminence. Voilà, donc peut-être une ressource à explorer. Et du coup, la deuxième et dernière question. L'autre question, c'était sur les limites et la restitution, le travail qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Ouais. Et ben, ouais. Du coup, c'est vrai que ça représente beaucoup de temps, en fait, ça, de travail, parce qu'il faut. Je sais que moi, ce que j'adore, ce que je m'attache à écouter, c'est le choix des mots des gens, en fait. Quand c'est comme ça, c'est vrai que passer par l'écrit, c'est important. Donc ça veut dire qu'on fait écrire les gens et on relève, en fait, souvent le choix des mots. Ça dit déjà beaucoup, en fait. Et avoir une restitution, ça c'est nécessaire à chaque fois qu'on se revoit, en fait. Donc il y a toujours un temps où on revient sur ce qu'on s'est dit la dernière fois et où on reprend, en fait, justement ces mots sans les transformer avec notre jargon à nous ou notre façon de le dire. Et donc on restitue un peu, pour moi il y a une question de fidélité, en fait, de question
restituer correctement ce qui s'est dit en montrant le panel. Donc ça peut être, c'est pas forcément, ça peut être visuel, ça peut être, on va trouver des façons de regrouper les idées. Donc on rassemble ce qui se rassemble, on met les idées impossibles, les idées possibles, les idées à discuter, etc. Puis après on s'autorise à rechanger ces groupes et ces façons de les avoir rangés. Et puis après, le groupe réagit en fait. Donc ça, c'est en permanence un dialogue. Et là, il y avait une question sur les casquettes. Où est-ce qu'on est facilitateur, expert, je sais pas quoi. Ça, je suis incapable d'y répondre. Je pense qu'on est un peu tout ça à la fois. Et je pense que c'est pas grave en fait. Enfin, je crois que le plus important, c'est d'être présent à ce qu'on fait et qu'on le fait parce qu'on a envie en fait de le faire et qu'on soit plus un moment facilitateur ou plus paysagiste ou plus concepteur ou plus psychologue, parce que des fois c'est ça aussi, et ben peut-être c'est peut-être pas très grave, je crois, de le savoir. Enfin moi en tout cas, pour moi, je crois que c'est pas grave de le savoir. Si je peux compléter la réponse, déjà je voulais revenir sur une chose que Anne-Cécile avait dit tout au début. C'était que quand on fait une démarche de participation citoyenne, il faut clairement identifier un objectif. J'ai changé les mots, hein, désolé, mais en gros que on ne fait pas de la participation citoyenne pour dire vous voulez quoi. C'est un peu vague et qu'il faut bien définir des objectifs. Et du coup, en fait, la question, alors je joue un peu sur les mots, mais c'est que tout ce qui est prise de décision, etc., en fait, c'est pas une question qui vient après, c'est une question qui est déjà traitée avant. Parce qu'on a défini un objectif, et deux, par souci de transparence, il faut que la prise de décision, enfin les méthodes de prise de décision soient clairement établies avant. Nous, je sais qu'il y a quelque chose qu'on tient à faire à chaque fois, avant de commencer une phase de concertation, c'est de demander à la ville, genre, qu'est-ce que vous êtes pas prêt à accepter, pour être sûr qu'on va pas insister sur des trucs pour qu'en fait à la fin on dise eh ben non. Donc je suis en train de me perdre, mais en gros que par souci de transparence, c'est important que ces questions-là, on se les soit posées avant même d'avoir commencé à aller voir des participants, des usagers, etc. Ok. Et ben on va conclure là-dessus. Alors on va conclure très rapidement parce qu'en fait je pense qu'on a dit beaucoup de choses, là, il y a pas mal de choses à digérer. On voulait vous recommander une lecture qui nous a permis de préparer cette table ronde, donc sur la suggestion d'Anne-Cécile Jacot, qui s'appelle Pour en finir avec la démocratie participative, de Nicolas Riot et Manon Loisel. Voilà, on vous recommande d'aller le lire. Ça parle notamment de la question de la représentativité et de comment reformer les citoyens aussi à pratiquer le politique, à s'investir dans des projets d'intérêt général et à pratiquer cette citoyenneté, et comment on recrée aussi ces espaces de citoyenneté. Donc c'est voilà, une formidable lecture pour prolonger tous ces échanges. Merci du coup à nos trois intervenants. Et puis on vous dit à une prochaine.